À 23h17, Dar es Salaam s'est effacé. 7 minutes exactement ont suffi pour dissoudre une nation numérique entière. 60 ans de stabilité vantée se sont écroulés dans un silence brutal, où la durée la plus courte exposait paradoxalement la fissure la plus profonde. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait cette extinction, et la question qui surgit pour le spectateur est simple. Si 7 minutes peuvent renverser un modèle, que se passera-t-il lorsqu'un autre pays verra ses lumières s'éteindre? Car au moment où le signal tombe, ce n'est pas un réseau qui meurt, mais une dignité qui se retrouve soudain mise à nu. L'histoire du blackout tanzanien n'est pas seulement un récit technique, c'est l'autopsie d'un continent découvrant à quel point sa respiration numérique peut être interrompue en quelques minutes. Dans cette vidéo, le spectateur comprendra pourquoi 7 minutes de vide ont suffi pour fissurer 60 ans d'apparente stabilité, et pourquoi cette fissure concerne aujourd'hui chaque pays connecté du continent. Les bénéfices de cette compréhension tiennent en une idée simple. Saisir comment une panne révèle la structure du pouvoir permet de reconnaître chez soi les signes avant-coureurs. L'analyse s'appuiera sur les données vérifiables du blackout, sur la chute de 90% du trafic enregistré par NetBlocks, sur les vidéos effacées puis réapparues, sur les slogans nés dans les rues de Dar es Salaam. Elle remontera aussi jusqu'à Ouagadougou, où Ibrahim Traoré observait l'événement comme un indicateur du futur africain, celui où le contrôle de la connexion devient une variable politique majeure. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas seulement de comprendre ce qui s'est passé, mais de saisir comment un écran noir peut devenir un test de souveraineté, un miroir et parfois une mise en garde. La vérité est apparue d'abord sous la forme d'un double révélateur brutal. En exactement 7 minutes, le trafic Internet tanzanien a chuté de 90%, puis a continué de s'effondrer dans les heures suivantes comme si quelqu'un avait tiré méthodiquement sur les câbles de la confiance publique. Ces chiffres, consignés par NetBlocks, ne décrivaient pas une panne isolée, mais la signature d'un acte intentionnel ou du moins assumé, calibré à la seconde près. Dans ce contexte, la présence silencieuse d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou prenait une dimension inattendue, celle d'un témoin continental observant une expérience grandeur nature sur la fragilité de la dignité numérique africaine. La Tanzanie, souvent citée comme modèle de stabilité depuis 6 décennies, révélait soudain une vulnérabilité que personne n'avait voulu regarder en face. Ce n'était plus un pays se débattant dans une anomalie technique, mais un miroir dans lequel l'Afrique découvrait la précarité de ses fondations connectées. Les autorités parlaient de câbles sous-marins endommagés, mais les journaux de données racontaient tout autre chose, un effondrement simultané, synchronisé, que personne n'osait nommer. Pendant que le discours officiel répétait la formule incident technique, des vidéos d'urnes renversées, de bureaux de vote incendiés, de fumées blanches de gaz lacrymogène circulaient par VPN avant d'être effacées, puis réapparues ailleurs. L'information devenait une braise. On tentait de l'éteindre, elle renaissait un peu plus loin. Sur les campus, le silence du réseau transformait chaque étudiant en témoin direct. Aïcha, brandissant son téléphone sans signal, incarnait cette bascule, d'une simple légende sur un selfie. S'il coupe le net, nous parlerons dans la rue. Naissait un mot d'ordre repris dans tout Dar es Salaam. La ville, privée de connexion, retrouvait une voix plus ancienne, celle des slogans répétés à haute voix, des casseroles frappées, des taxis klaxonnant en cadence. Dans cette atmosphère, les premières lignes du récit s'écrivaient sans écran. Et c'est précisément cette suspension, ce choc révélateur, qui obligeait le continent à regarder autrement ce qui se jouait. Non pas un bug, mais un test systémique de la relation entre État, vérité et peuple. Aïcha n'avait rien d'une figure politique lorsqu'elle leva son téléphone noir au-dessus de sa tête sur le campus de l'université de Dar es Salaam. Elle n'était qu'une étudiante de 22 ans,
prise dans une nuit où les messages ne partaient plus, où les conversations se figeaient, où le réseau se dérobait comme un sol glissant. Pourtant, son selfie posté quelques heures plus tôt. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue devint, à mesure que le blackout s'aggravait, une phrase boussole. Dans les couloirs, puis dans les résidences, puis sur l'avenue Morogoro, ces mots se répétaient jusqu'à devenir un refrain d'instinct. Le premier microcas surgit dès l'aube. Une cinquantaine d'étudiants improvisèrent un relais d'information humain entre trois résidences, transmettant les nouvelles oralement, comme si la ville s'était soudain redécouverte elle-même avant l'ère numérique. À quelques kilomètres de là, un chauffeur de taxi transforma son véhicule en point de rencontre mobile. Il klaxonnait en rythme pour avertir les passants des mouvements de police, répandant ainsi des fragments de vérité que les écrans n'affichaient plus. Dans cette mosaïque d'initiatives, le rôle du personnage guide devenait limpide. Aïcha n'était pas une héroïne volontaire, mais la première à matérialiser ce que ressentaient des milliers peurs d'autres. Et à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait ces gestes ordinaires devenir des actes politiques, révélant comment une génération privée d'Internet retrouvait la grammaire la plus ancienne de la résistance. Marcher, signaler, répéter, ne pas se taire. Au cœur de ces premiers impacts, une question revient pour le spectateur. Que ferait-il si son écran s'éteignait? Le déclencheur survint dans une ambiguïté soigneusement entretenue. Les autorités annoncèrent que tout serait rétabli avant minuit, comme si la panne n'était qu'un orage passager. Pourtant, à mesure que les heures passaient, la ville s'enfonçait dans une obscurité numérique plus dense. Les notifications restaient figées, les appels tombaient dans le vide, les commerçants vérifiaient en vain leurs terminaux de paiement. Lorsque l'aube arriva, ce n'était pas le signal qui revint, mais la fumée. Elle se levait des centres de vote incendiés, des journaux bloqués, des rues où l'on courait pour échapper au gaz lacrymogène. Dans ce décor, la promesse nocturne d'un retour à la normale se révélait n'être qu'une tentative de gagner du temps. Le réel, lui, avançait plus vite que les communiqués. Le mouvement bascula dans son apex quelques heures plus tard. Dar es Salaam devint une scène en mouvement continu. Les slogans tracés à la craie, Kimia Sio Amani, le silence n'est pas la paix, parsemaient les trottoirs. Les taxis formaient des barrages sonores, leurs klaxons se répondant d'avenue en avenue. Les vendeurs frappaient des casseroles, créant une pulsation métallique que les gaz lacrymogènes ne parvenaient pas à étouffer. Les étudiants, menés malgré eux par l'élan d'Aïcha, occupaient de la route de Morogoro en longues lignes compactes. Chaque nuage blanc, projeté par la police, produisait paradoxalement davantage d'images. Des vidéos captées, transférées, effacées, réapparues via VPN, chacune portant une parcelle de vérité que l'on tentait en vain de supprimer. Pendant ce temps, au cœur du pouvoir, l'atmosphère se contractait. À Dodoma, le palais présidentiel garda ses rideaux tirés, tandis que les écrans diffusaient en boucle des visages d'enfants souriant sous l'hymne national, comme si la normalité pouvait être maintenue par projection. Dans les sous-sols du ministère, un comité d'urgence improvisé cherchait la formule adéquate pour décrire l'événement sans avouer l'ampleur de la rupture. La tentative échoua. Les données contredisaient chaque euphémisme. Les opérateurs télécoms rapportaient un effondrement simultané du trafic, minute par minute, incompatible avec la version d'un simple incident technique. À 2 heures du matin, un convoi de SUV noirs franchit la porte sud du palais. Ministres, stratèges, experts en sécurité s'assirent autour d'une table rédigée top secret. Le rapport commençait par 3 mots tranchants. Situation incontrôlable. La rémanence, elle, s'étendit bien au-delà de la capitale. Dans les rues de Dar es Salaam, un réseau maillé naquit dans un dortoir universitaire.
Ordinateurs portables mis en relais, clés USB, circulant comme des bouteilles à la mer. Point Wi-Fi sauvage, créé pour transporter les vidéos hors des frontières numériques fermées. Trois ingénieurs au chômage fabriquèrent un VPN artisanal reliant la capitale à Nairobi, permettant au continent de voir ce que les autorités tentaient d'étouffer. Les images franchirent la frontière en moins de 2 heures. Urnes brûlées, soldats aux portes des rédactions, mères cherchant leurs fils dans la fumée. Le pays découvrit sa blessure fondamentale, la peur de regarder, plus encore que la peur d'agir. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré suivait ces flux avec une attention constante. Il voyait dans cette succession de ruptures un texte politique s'écrire en temps réel, où chaque coupure révélait ce que le pouvoir voulait taire, et où chaque tentative de silence déclenchait une parole nouvelle. Ce n'était plus la Tanzanie seule qui vacillait, mais une certaine idée du rapport entre État, vérité et citoyen. Et dans cette persistance du mouvement, le spectateur comprend que le blackout n'a pas seulement éteint la lumière, il a rallumé une contestation ancienne. La ligne de base ne laissait aucune ambiguïté. 90% du trafic tanzanien s'effondra en 7 minutes, un chiffre si abrupt qu'il décrivait à lui seul la rupture entre discours officiel et réalité mesurée. Cette chute soudaine signifiait qu'un mécanisme global avait agi, car aucune panne mécanique ne provoque une disparition aussi synchronisée. Et lorsque les analystes constatèrent ensuite un ralentissement supplémentaire de 42% dans les 24 heures suivantes, ils y virent la preuve qu'il s'agissait d'un processus continu, pas d'un choc isolé. Ce delta révélait une stratégie: maintenir la population dans un demi-silence, desserrer et resserrer l'accès selon les impératifs politiques du moment. Enfin, la mise en mode restreint de 17 serveurs gouvernementaux compléta le tableau. Cette configuration inédite indiquait qu'on cherchait à préserver la structure étatique tout en comprimant l'espace public numérique. Chacun de ces chiffres fonctionnait comme un marqueur d'intention, un signe de pilotage humain plus qu'un simple accident technique. Pour comprendre la portée de ces données, il faut retourner au cœur de Dar es Salaam. Là, dans les quartiers les plus vulnérables, la connexion tomba à 3 heures par jour, alors que les zones diplomatiques conservaient jusqu'à 9 heures, créant une fracture visible dans la manière dont l'information circulait. Ce décalage horaire devint un indicateur social. Plus on était éloigné du pouvoir, plus l'écran restait noir. Les marchés, les bus et les universités se mirent alors à fonctionner comme des relais d'informations alternatifs. Les conversations orales remplacèrent les fils d'actualité, réinstallant une forme ancienne de journalisme, lente mais robuste. Dans une vidéo interceptée, Aïcha distribuait des tracts imprimés portant les mots: La vérité ne se débranche pas. Cette phrase devint un indicateur aussi touchant, aussi puissant qu'un graphique, car elle mesurait la résistance émotionnelle là où la connexion échouait. La dimension économique n'échappa à personne. En 3 jours, les transactions mobiles chutèrent de 38% et les services de transfert d'argent de près de 60%. Ces pourcentages, bien qu'attendus en contexte de panne, eurent l'effet d'un électrochoc. Ils montrèrent à quel point l'économie informelle dépendait de systèmes numériques souvent extérieurs au pays. Des startups locales esquissèrent rapidement des solutions hybrides, mêlant cryptage léger et ancrage régional, signalant qu'une autonomie technologique pouvait naître dans le vide même où l'État perdait le contrôle du récit. Là encore, les nombres disaient ce que les discours taisaient. La panne n'avait pas seulement perturbé la vie quotidienne, elle avait révélé la structure réelle des dépendances. Du côté des élites politiques, les données servirent d'outil paradoxal. Les communiqués parlaient d'attaques extérieures,
Mais les courbes racontaient une synchronisation interne trop précise pour être un hasard. Les ingénieurs interrogés anonymement évoquaient un reset de confiance, comme si l'État avait voulu mesurer, à la seconde près, l'obéissance d'une population connectée. De leur côté, les plateformes chiffrées voyaient de leur fréquentation tripler, compensant par un vacarme souterrain le silence public imposé. Dans ce double mouvement, on comprenait que la vérité ne disparaissait pas, elle changeait de canal. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré demanda que l'on compile toutes ces valeurs. Non pour désigner un coupable, mais pour saisir comment une panne pouvait devenir un acte politique mesuré en pourcentage. Pour lui, les nombres étaient une carte. Ils révélaient les forces, les failles et surtout l'urgence de repenser la souveraineté numérique africaine. Deux récits, chacun cohérent en apparence, se disputèrent aussitôt l'explication du blackout tanzanien. Le premier, porté par le gouvernement et ses soutiens, s'appuyait sur une logique de sécurité nationale. Selon cette perspective, l'effondrement du trafic serait la conséquence d'une attaque étrangère visant à ternir l'image du pays et à provoquer une déstabilisation numérique. Les partisans de cette version invoquaient la trajectoire historique de la Tanzanie, citée depuis des décennies comme un modèle de continuité politique dans une région traversée de coups d'État. Ils rappelaient les partenariats stratégiques, les investissements que la stabilité avait attirés et mettaient en garde contre une remise en cause trop rapide de l'autorité. Pour eux, suspendre la connexion relevait d'un réflexe défensif, certes rude, mais nécessaire pour empêcher l'escalade. Le second récit, né dans les campus, les salles de rédaction indépendantes et les forums chiffrés, dressait un tableau inverse. Ici, la coupure n'était pas un assaut venu de l'extérieur, mais un geste interne, destiné à neutraliser temporairement la jeunesse connectée. Les défenseurs de cette lecture s'appuyaient sur les données de NetBlocks, sur les vidéos d'Aïcha réapparaissant malgré la censure, ainsi que sur les milliers de captures du message Kimia Sio Amani. Il soulignait que l'effondrement simultané de 90% du trafic, suivi d'un ralentissement prolongé, était difficilement conciliable avec la théorie d'une panne mécanique. À cela s'ajoutaient les témoignages anonymes d'ingénieurs décrivant un effacement coordonné, un reset de confiance mesuré en secondes plutôt qu'en heures. Leur thèse ne cherchait pas à accuser pour accuser, mais à montrer comment un État pouvait être tenté d'expérimenter les limites de l'obéissance. Entre ces deux visions, un gouffre apparaissait, celui de la confiance. Le Stillman, ici, exige de reconnaître la force interne de chaque récit. Oui, un pays dont la stabilité est souvent citée comme référence peut craindre une manipulation étrangère. Oui, un système politique confronté à une mobilisation imprévue peut choisir un contrôle radical pour préserver son récit. Mais les données, elles, ne prenaient parti pour aucun camp. Elles montraient une synchronisation anormale, une chape de silence reproduite sur plusieurs couches et une jeunesse qui, même privée de réseau, trouvait les moyens de parler. Ce constat, d'abord diffus, prit forme lorsque les premières heures du blackout révélèrent un phénomène inattendu. Plus l'État cherchait à éteindre les voix, plus celles-ci se réinventaient. Dans les couloirs de l'université de Dar es Salaam, des chansons circulaient sur clé USB, porteuses du refrain né dans la fumée. La vérité respire même dans le noir. Ces fragments audio, transmis de main en main, devinrent les premiers signes d'un réseau parallèle où la lenteur humaine remplaçait la vitesse algorithmique. C'est dans cette reconstruction improvisée que jaillit une phrase publiée sur un canal sécurisé. S'ils ferment chaque fenêtre, nous construirons une porte. Elle venait d'Aïcha, traduite en swahili, en anglais, puis en français. Le message traversa les frontières en quelques heures. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré lut ces mots comme un miroir de ses propres discours sur la dignité, un écho inattendu reliant des jeunesses éloignées par les kilomètres,
mais rapprochés par la même intuition. Le contrôle peut couper un câble, jamais une conscience. Ainsi naquit le véritable midpoint du récit, non pas la panne elle-même, mais la révélation qu'un réseau humain, une fois activé, échappe à toute autorité. Le blackout révéla d'abord une hiérarchie silencieuse. Les quartiers pauvres de Dar es Salaam ne bénéficièrent que de 3 heures de connexion par jour, tandis que les zones diplomatiques conservaient près de 9 heures. Cette asymétrie transforma la panne en carte sociale. Plus on s'éloignait des centres administratifs, plus selon était le noir. Dans les marchés et les bus, les conversations devinrent la principale source d'information, recréant un journalisme oral que l'ère numérique avait relégué à l'arrière-plan. Les étudiants, privés de messages et d'appels, adoptèrent des relais humains pour transmettre les nouvelles d'un campus à l'autre, et dans une vidéo interceptée, Aïcha distribuant des tracts imprimés. La vérité ne se débranche pas, devint l'icône involontaire de cette résistance civile. Le blackout n'avait pas seulement coupé l'accès, il avait réactivé une mémoire collective où la parole circule sans permission. L'économie encaissa un choc immédiat. 38% des transactions mobiles disparurent en 3 jours et les services de transfert d'argent perdirent jusqu'à 60% de leur capacité. Les commerçants constatèrent que leurs terminaux se figeaient, que les paiements les tardaient, que les chaînes d'approvisionnement informelles ralentissaient brutalement. Ce ralentissement n'était pas un simple incident technique. Il exposait la dépendance du pays à des infrastructures externes et révélait la fragilité d'un modèle basé sur une circulation numérique continue. Dans ce vide, plusieurs startups commencèrent à esquisser des systèmes hybrides, chiffrés et régionaux, capables de fonctionner partiellement hors ligne. Le blackout devenait un laboratoire involontaire. La panne, en bloquant les flux, dévoilait comment une économie pouvait se réinventer lorsque ses outils habituels s'effondraient. Au niveau institutionnel, la rupture s'avéra encore plus significative. 17 serveurs gouvernementaux furent redémarrés en mode restreint, une configuration jamais utilisée auparavant, laissant supposer que l'objectif n'était pas la réparation mais le contrôle. Les communiqués parlaient de câbles sous-marins et d'attaques extérieures, mais les données des opérateurs montraient une synchronisation trop précise pour correspondre à une panne mécanique. Les rédactions furent fermées, les cartes de presse confisquées, les sites indépendants rendus inaccessibles. Pourtant, l'activité sur les plateformes chiffrées tripla, créant un vacarme numérique souterrain qui compensait le silence public. Le pouvoir tentait de reprendre le récit. Les chiffres, eux, lui échappaient. Au-delà des frontières, l'événement fit naître une conversation continentale. Les hashtags tanzaniens rencontrèrent ceux du Sahel. Des étudiants kenyans, ghanéens, sénégalais reprirent les slogans nés à Dar es Salaam. Des juristes à Lusaka citèrent l'exemple OUAZ dans un projet de loi sur la liberté numérique. Des musiciens à Lagos gravèrent: la vérité ne se débranche pas sur leur pochette. Et à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observa que ce qui semblait local devenait un précédent pour toute l'Afrique. Le contrôle d'Internet n'était plus un enjeu technique, mais une question de souveraineté partagée. Le blackout tanzanien, loin d'être un accident, avait déclenché une mutation régionale où les jeunes discutaient pour la première fois des limites du pouvoir numérique. Dans les mois suivant le blackout, la Tanzanie pourrait maintenir la ligne de continuité qui a façonné sa réputation pendant 6 décennies. Dans ce scénario, les autorités conservent la narrative de la stabilité. Internet revient, mais sous surveillance renforcée. Les plateformes étrangères acceptent, au nom de la conformité locale, de coopérer au filtrage. L'économie se redresse lentement,
avec un retour graduel des transactions mobiles. Pourtant, la population garde une méfiance profonde. La confiance, une fois fissurée, ne suit pas la même courbe de redémarrage que les serveurs. Le pays respire à nouveau, mais comme un patient ayant subi une opération délicate, avec un souffle mesuré, régulé, jamais pleinement naturel. Sous l'influence combinée des voisins, des universités et des discussions discrètes au sein de l'Union africaine, un modèle de souveraineté numérique partagée pourrait émerger. Dans cette trajectoire, les jeunes ingénieurs du mouvement UAZ participent aux réformes, audit des infrastructures, transparence sur les coupures, gouvernance plus ouverte. Les campus deviennent des laboratoires où l'on perçoit la liberté d'expression non comme une menace, mais comme une ressource économique. Les tensions persistent, mais le pays transforme la crise en occasion de repenser la relation entre État et citoyens. Transmettre l'information ne serait plus un privilège, mais un droit protégé par des mécanismes clairs. La panne serait alors considérée comme un tournant, non un traumatisme. Une autre voie, plus sombre, verrait les élites politiques se replier davantage. Par crainte d'une contagion sociale, elles pourraient multiplier les restrictions, isolant progressivement le pays. Les investisseurs s'éloigneraient, les talents migreraient, et le réseau se morcellerait en zones contrôlées où chacun invente ses propres modes de communication. Le pouvoir, persuadé de se protéger, parlerait seul, et le peuple, lassé, cesserait de l'écouter. Le blackout deviendrait alors non un épisode, mais un symptôme d'un isolement croissant. Recommandation de pensée. Pour le spectateur, l'objectif n'est pas de deviner lequel de ces scénarios prévaudra, mais de comprendre les mécanismes qui les rendent possibles. Un pays ne bascule pas par surprise. Il glisse, coupure après coupure, décision après décision. Reconnaître ces signes, c'est déjà reprendre une part de sa propre souveraineté mentale. Pour un étudiant de Dakar, de Bamako ou de Nairobi, l'image d'Aïcha levant son téléphone sans signal n'a rien d'exotique. Elle ressemble à une projection possible de sa propre vie. Dans un continent où l'enseignement, les bourses, les démarches administratives et même les amitiés reposent sur la connexion, l'idée qu'un simple interrupteur puisse tout suspendre agit comme une mise en garde. Le blackout tanzanien devient alors un miroir. Il montre la fragilité d'une génération née en ligne et pourtant toujours menacée d'être ramenée au silence. Pour les travailleurs du secteur informel, taxi-moto, vendeurs de rue, artisans, la panne rappelle que le numérique n'est plus un luxe mais l'ossature d'une économie quotidienne. Lorsque les transactions chutent, ce ne sont pas seulement les chiffres qui manquent, ce sont les repas du soir, les fournitures scolaires, les médicaments. Suivre ce récit, c'est comprendre que l'accès au réseau n'est pas une faveur, mais une condition de survie économique. Pour les journalistes, l'épisode agit comme une leçon de vulnérabilité. Quand caméra et site deviennent inutilisables, il ne reste que des gestes mieux simples. Écrire, stocker, transmettre. Le blackout a forcé les rédactions locales à redevenir des archives humaines, à dissimuler leurs notes, à contourner la censure par des miroirs numériques instables. Voir leur parcours, c'est saisir le coût réel de la vérité lorsqu'elle doit passer par des chemins improvisés. Pour les responsables publics, enfin, cette histoire soulève une question discrète mais essentielle. Jusqu'où un État peut-il contrôler sans se priver de l'oxygène dont il a lui-même besoin? Le silence qu'on impose finit-il par étouffer ceux qui l'ordonnent? Le spectateur, en entendant ces interrogations, comprend que la souveraineté numérique n'est pas un débat technique mais un choix de société. La crise du blackout n'a pas seulement provoqué un sursaut émotionnel, elle a donné naissance à une véritable méthode élaborée par les acteurs d'UAZ depuis les campus, les exils et les rédactions réduites au silence. Leur feuille de route tient en 5 étapes,
simple, précise, mesurable. Première étape, construire des réseaux maillés. Dans les dortoirs, dans les quartiers populaires, des groupes montent des structures locales capables de fonctionner même lorsque l'accès central s'effondre. L'objectif n'est pas de contourner l'État, mais de garantir qu'aucune communauté ne soit réduite au néant numérique. La mesure est concrète. Nombre de points relais et stabilité des échanges hors ligne. Deuxième étape, former à la maîtrise du flux. Apprendre à coder, c'est apprendre à choisir ce qui circule, disent-ils. Des ateliers clandestins, impression 3D, cryptage léger, gestion de données, ont pour but de donner aux citoyens la capacité de filtrer, organiser, transmettre, sans dépendre uniquement d'infrastructures sensibles. On évalue les progrès par le nombre d'outils créés en période de coupure. Troisième étape, observer et publier. Juristes, professeurs, ingénieurs recensent chaque coupure, chaque ralentissement, chaque abus. Les données deviennent une boussole de gouvernance. Les rapports trimestriels servent d'antidote à l'opacité. Leur efficacité se mesure au degré de cohérence entre discours officiels et réalité technique. Quatrième étape, harmoniser au niveau continental. Les pays du Sahel, de la Corne et du golfe de Guinée commencent à partager leurs données d'incidents. L'objectif, transformer un ensemble de réseaux fragmentés en un espace numérique africain cohérent. L'indicateur est simple, quantité de lois alignées et rapidité des alertes régionales. Cinquième étape, ancrer le principe moral. Comme le répète Ibrahim Traoré, la technologie sans âme est une dépendance déguisée. Cette idée devient le moteur éthique du plan. Toute innovation doit être évaluée selon ce qu'elle protège, non selon ce qu'elle contrôle. Chaque nuit, sur les marches de l'université de Dar es Salaam, une bougie continue de brûler. Elle n'a ni slogan, ni bannière. Seulement la persistance têtue d'une mémoire que le blackout n'a pas réussi à étouffer. Ceux qui passent s'arrêtent parfois une seconde, murmurent une prière, puis repartent comme si cette flamme discrète leur rappelait que la vérité peut survivre même lorsqu'on coupe ses canaux. Cette image a franchi les frontières par un téléphone clandestin, voyageant de dortoir en dortoir jusqu'à apparaître à l'écran d'Ouagadougou. Là, Ibrahim Traoré l'a regardé un instant avant de dire: La dignité ne se décrète pas, elle se prouve. Entre lui et Aïcha, il n'y avait ni rang ni protocole, seulement le fil invisible d'une génération qui refuse de respirer par permission. Ce fil reliait la rumeur du Sahel au murmure de l'océan Indien, comme si deux extrémités du continent se répondaient dans un même souffle. Et lorsque la bougie vacille sans s'éteindre, le spectateur comprend ce que cette histoire renseigne réellement. Le silence n'efface jamais la mémoire. À Dar es Salaam, le calme est revenu, mais il ne ressemble plus à celui d'hier. Sous la surface, quelque chose continue de circuler. Un écho, un mot, une mémoire qui se transmet de campus en campus, de marché en marché. Le blackout a pris fin, mais la conversation qu'il a ouverte ne s'est pas refermée. Chaque connexion retrouvée, chaque fil de discussion ravivé rappelle que la vérité ne dépend jamais entièrement d'un réseau. Elle dépend de ceux qui choisissent de la porter. Les jeunes, les jeunes qui ont chanté dans les rues, les vendeurs qui ont frappé des casseroles, les étudiants qui ont reconstruit des réseaux improvisés, savent désormais que leur voix peut survivre à un écran noir. Et ceux qui regardent cette histoire, qu'ils soient à Dakar, Bamako, Ouagadougou ou ailleurs, peuvent y reconnaître leurs propres questions. Que ferait-on si la lumière s'éteignait chez nous? Rien ici n'appelle à la rupture. Tout invite à l'attention, à écouter avant de juger, à parler avant que le silence ne soit imposé. Et surtout, à participer à cette réflexion collective. Que voulons-nous protéger lorsque le réseau disparaît?